Bonjour à tous, vous êtes très nombreux, alors qu'il fait très beau, ça fait très plaisir. Effectivement, Vincent Hédin, ce que je ne m'étais pas présenté hier soir, mais comme je vais rester toute l'après-midi, voilà, moi je suis journaliste, je fais des podcasts sur l'environnement, ça s'appelle Pour que nature vive, et sur les masculinités, excusez ma trivialité de langage, mais ça s'appelle Les couilles sur la table, mais c'est un podcast relativement connu. J'ai pas le don d'ubiquité, mais à la même heure, au consulat à Paris, le festival Climax commence aussi avec Cyril Dion, donc si sur vos réseaux vous avez des amis parisiens qui ne savent pas quoi faire, eh ben, vous leur direz que malgré toute l'amitié qu'ils ont pour Cyril Dion, ils vont arriver à 15h, parce que d'abord il faut marcher évidemment sur la marche des femmes qui commence à 14h à Paris, et qu'ensuite ils rejoignent le consulat à Voltaire. Voilà. Alors ça s'appelle le consulat à Voltaire. Alors ça n'est le consulat d'aucun pays, c'est une usurpation de nom. Vous avez raison madame, c'est un nom piégeux. Voilà, c'est en face de la mairie du 11e pour être très précis, pour ceux qui connaissent ce lieu. Et donc pour commencer, dans une après-midi qui va être joyeuse autour du thème de la guerre et du dérèglement climatique à venir, soirée qui se finira par un apéro qui à mon avis sera évidemment nécessaire. On a la chance d'avoir avec nous le neuropsychiatre et psychanalyste et éthologue Boris Cyrulnik. Vous êtes avec nous grâce au miracle de la technologie, parce que vous avez un petit empêchement qui fait que vous n'êtes pas physiquement avec nous. On a la chance de plus avoir à vous présenter depuis Le vilain petit canard et nombre de livres, dont la mise en avant du célèbre concept de résilience qui a été mal compris, qui a été détourné par des gourous du développement personnel. Et si je devais citer un livre dans votre bibliographie, je citerais le tout dernier qui vient de paraître chez Odile Jacob, sur lequel vous revenez sur ce concept de résilience et vous remettez l'église au milieu du village, comme on dit. Et donc vous expliquez bien que non, ça n'est pas une mauvaise lecture de développement personnel qui consisterait à dire que ce qui ne te tue pas te rend plus fort, puisqu'évidemment ce qui ne te tue pas a quand même laissé quelques blessures. Voilà pour la présentation de votre bio. On va parler avec vous de guerre climatique. Alors, évidemment, comme on est un peu obnubilé par l'hyper contemporain et l'hyper présent, on a l'impression qu'avec le dérèglement à l'œuvre, on va vivre les premières guerres climatiques. En réalité, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le fait que des guerres climatiques, il y en a eu depuis des millénaires et il y en a encore? Est-ce que vous pourriez faire comme ça un petit tour d'horizon en allant au hasard de la Mongolie jusqu'au Soudan? Eh bien, nos grands-parents, monsieur et madame Sapiens, il y a 300 000 ans, ils habitaient en Afrique du Sud, et ils ont décidé de monter vers le nord et d'aller vers l'est. Et 100 000 ans après, il y a eu une première glaciation. Les fruits, les herbes, les insectes ont disparu, et l'espèce humaine a failli disparaître, suivre, puisqu'il n'y avait plus rien à manger. Lorsque quelqu'un a inventé le silex taillé sur les deux faces, et comme le feu avait déjà été découvert, quelqu'un a découvert qu'en faisant fondre certaines parties des os, ça se transformait en colle. Et ce silex taillé a été planté sur des pieux, et on a retrouvé en Sibérie un mammouth avec un silex dans le cœur et un morceau de pieu dans le cœur. C'est-à-dire que quelqu'un s'était glissé entre les pattes du mammouth et lui avait planté cette arme dans le cœur. C'est-à-dire que notre survie, il y a 200 000 ans, on la doit à notre technologie et à notre agressivité. Notre technologie, parce qu'on a inventé le silex et la colle sur pieu, et notre agressivité, parce que pour ne pas mourir, il a fallu tuer. Or, ce phénomène-là se répète, et encore aujourd'hui, vous verrez que avec les guerres actuelles, les 50 conflits armés qu'il y a aujourd'hui sur la planète, conflits armés, c'est souvent un euphémisme, hein, c'est des guerres. 48% de la population mondiale vit aujourd'hui dans un pays en guerre. Alors on parle que des guerres qui parlent de nous, qui nous touchent, mais presque un être humain sur deux aujourd'hui vit dans un pays en guerre, et grâce à la technologie, ces guerres sont de plus en plus efficaces et mortelles. Mais avant, ce qui s'est passé après ces glaciations où on a pu survivre grâce à notre intelligence géométrique, hein, c'est mathématique, inventer un silex, inventer un pieu, il faut une intelligence géométrique. Eh bien, un technicien a inventé l'arme, et à partir de ce moment-là, chaque fois qu'il y a eu une variation climatique, glaciation ou réchauffement, ce qui apparaît régulièrement, puisque la Terre bascule, tourne autour de son axe et bascule
autour de l'axe. Donc il y a régulièrement glaciation, réchauffement, et il y a une période où la planète était qu'un bloc de glace, et à l'inverse, il y a une période où on a trouvé des graines de palmiers au pôle Nord. Et il a fallu à chaque fois s'adapter. Et l'adaptation, c'est toujours faite par la violence, la technologie et la violence. Euh, Quand les Mongols ont connu la sécheresse, ils sont descendus vers le sud, vers la Chine, où il y avait encore beaucoup d'eau. Et ils sont descendus, les Chinois les ont bien sûr pas accueillis de bon cœur, et surtout que les Mongols arrivaient avec des armées. Les garçons n'étaient éduqués que pour la guerre. Il y a plein de cultures où les garçons n'étaient utilisés que pour la guerre, et encore aujourd'hui, près de nous, la guerre de 40, aujourd'hui, il y a encore 300 000 enfants soldats, des garçons essentiellement, qui ne sont formés que pour la guerre. Et là, c'est la plupart, pratiquement tous les pays sont le résultat de guerres. Nos frontières, c'est les aristocrates qui s'emparaient des terres d'à côté, donc les gens protestaient. Pratiquement toutes les frontières sont le résultat de guerres. Si on parle français en France, c'est parce que la République française a combattu, interdit le breton, le basque et d'autres langues de façon à imposer le français, et que la technologie de la radio et de la télévision permet d'imposer la langue française, mais c'est une autre forme de force. La technologie a un terrible avantage, c'est qu'on peut tuer sans voir celle qu'on tue. C'est-à-dire qu'on peut tuer sans aucune culpabilité, puisque l'autre qu'on tue, on ne le voit pas. C'est ce qui se passe actuellement dans les guerres modernes, où les tueurs rentrent chez eux et redeviennent de gentils papas, puisqu'ils n'ont aucune honte et aucune culpabilité grâce à la technologie. Et puis, on voit que ces armes, le silex taillé, le pieu, et puis ensuite tout ce qui a suivi, les cuirasses, les armes, les fusils, et maintenant les drones et les bombes atomiques, tout ce qui suit ensuite a été commercialisé et idéologisé. C'est-à-dire que depuis que l'être humain, je ne vais pas au préhumain, je me contente de monsieur et madame Sapiens, puisque c'est nos grands-parents, à nous tous dans cette salle, on a les mêmes grands-parents. Depuis 300 000 ans, on n'a pratiquement connu que des évolutions, des survies grâce à la guerre. C'est-à-dire que c'est en tuant les autres, les animaux, les autres hommes, les autres êtres humains, c'est en tuant qu'on a pu ne pas mourir. Or, actuellement, on voit qu'il y a déjà des guerres, les Mongols ont connu des guerres. L'œuvre d'art de la muraille de Chine, c'était pour empêcher les Mongols de descendre en Chine. Actuellement, il y a des guerres de climat. Je pense que le Darfour est une guerre climatique. Les éleveurs du Sud, Soudan, vivaient la sécheresse. Les vaches mouraient. Si les vaches mouraient, les enfants mouraient parce qu'il y avait moins de lait. Dans ce cas-là, les éleveurs catholiques sont montés vers le nord où il y avait encore de l'eau. C'était les agriculteurs musulmans, et les guerres de croyances se sont ajoutées aux guerres climatiques, avec un nombre de plusieurs millions de migrants, avec un nombre de plusieurs centaines de milliers de morts. Et on voit que ce phénomène commence à nous toucher, puisque en Italie, le Maghreb, l'Afrique, l'Espagne, j'étais en avion l'autre jour au-dessus de ces villes, il y avait avant une couronne verte autour de cette merveilleuse ville. Aujourd'hui, la couronne verte, elle est remplacée par du jaune, le jaune du sable. Et à Barcelone, il a fallu que les Marseillais, il n'y a pas longtemps, fassent une noria de bateaux, de tankers, qui apportaient l'eau du canal de Provence jusqu'à Barcelone, en attendant qu'ils creusent un tunnel pour avoir leur propre eau. Donc on voit que ça nous touche déjà, et qu'on voit qu'en Italie, ça pose un problème politique.
c'est que puisque les gens, pour ne pas mourir de soif, montent vers le nord où il y a du travail et de l'eau, et les Italiens qui ont fourni le plus grand nombre de migrants de toute l'histoire humaine ont pendant un moment voulu fermer leurs frontières avec Mélanie, et à ce moment-là, le pays ne peut plus marcher, et il a fallu que Mélanie adoucisse un peu sa politique. Donc voilà, pour répondre à votre question, on a toujours connu des guerres climatiques, de chaud ou de froid, ça a toujours provoqué des évolutions technologiques, la merveille technologique des armes d'aujourd'hui, qui sont des prouesses intellectuelles. Les armes d'aujourd'hui sont des preuves de notre intelligence extrême et de notre tragédie extrême. Voilà, j'ai répondu à votre question. Vous y avez plus que très bien répondu. Merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon. Alors, il y avait déjà beaucoup de choses dans ce que vous disiez. Donc, vous nous avez rappelé que 48% de la population mondiale vivait dans un pays en guerre. Mais un des traits saillants de l'hypermodernité, c'est que désormais, depuis les années 2010, je crois, plus de la moitié de la population mondiale vit dans une ville. Et est-ce que vous pourriez tirer un lien entre l'hyperurbanisation et l'apparition de nouvelles violences? En quoi est-ce que la ville est facteur de nouvelles tensions et de nouvelles guerres? Alors oui, c'est la poursuite de votre première question. C'est que les êtres humains aujourd'hui vivent de plus en plus dans des villes. Parce qu'il y a de la vie, il y a de l'intensité, et que contrairement à ce qu'on a envie de croire, les êtres humains seuls à la campagne font beaucoup plus de panique anxieuse et beaucoup plus de dépression que dans les villes, parce qu'ils sont seuls et qu'ils n'ont pas la sensation d'événement facile qu'on peut avoir dans une ville où on peut se détendre en allant se promener, faire les courses. Et dans la campagne, quand on a un problème psychologique, il est très difficile à calmer. C'est le contraire, c'est vraiment totalement contre-intuitif. Donc les gens, pour des raisons économiques, pour des raisons psychologiques, pour des raisons climatiques, s'urbanisent de plus en plus. Et ce qu'on voit, c'est que le centre des villes garde le point fort de la créativité humaine. Pratiquement toutes les villes sont merveilleuses au centre. C'est la ville historique, c'est les monuments, c'est la décoration, les œuvres d'art partout, et notamment la chrétienté a embelli les villes en mettant des cathédrales partout, en mettant des chapelles partout, mais ces merveilles sont en même temps un discours de domination, c'est-à-dire je vous bâtis une cathédrale merveilleuse, puisque la chrétienté c'est vraiment la religion de l'image, je vous bâtis une cathédrale merveilleuse, mais vous devez organiser votre vie de village autour de l'église. Or, ce que ont fait les prêtres, les chrétiens et les autres religions aussi ont fait ça. Mais la réponse à votre question, c'est un géographe que je cite souvent, Jean-François Dombremez, près de Grenoble, qui a eu l'occasion de faire une observation très illustrative. Il découvre sur les pentes de l'Everest un peuple tibétain qui migre tous les ans. Quand la saison est douce, cette population est dans les plaines, et dans les plaines, il y a de l'eau partout, il y a des fruits partout, c'est plat, il n'y a pas de danger, les animaux vaquent, il y a de l'eau partout, les enfants se divaguent, il y a de l'eau partout, des fruits, ils dorment partout, et les adultes ont une manière de se socialiser, ils font la fête tout le temps, des bals populaires incessants, des combats de coqs, puisque c'est leur culture, tout le temps, et il n'y a pas de contraintes sociales, pas de rituel, très peu. Puis la mousson arrive, donc il faut quitter la plaine pour monter sur les pentes de l'Everest. Et là, à mi-pente, il faut accumuler la nourriture pour les animaux. Il faut donc faire des endroits, creuser, monter des abris de planches pour les animaux et pour les êtres humains, et là, faire des économies. Et là, on voit apparaître
des maisons, des constructions. Et là, on voit apparaître des rituels sociaux où on se donne rendez-vous pour dormir, pour partager un repas, alors que dans la plaine, il n'y a pratiquement pas de rituels sociaux, il n'y a rien à craindre, on va partout. Une partie, et surtout là, il faut mettre les animaux dans des étables et les nourrir. Donc à ce moment-là, on voit que les épidémies apparaissent, puisque dans les étables apparaissent les parasites, apparaissent les puces transporteuses et les rats transporteurs de virus. Et puis une partie de cette population monte sur ce que les Tibétains appellent le haut du haut, c'est-à-dire qu'ils montent vraiment très en haut de l'Everest, et là ils ne peuvent pas emmener tous les animaux puisque ça manque d'oxygène, et les yaks s'adaptent très bien à l'oxygène, donc une partie monte en haut du haut avec les yaks, mais là tout devient grave. La pente est raide, il y a des précipices partout, il faut surveiller les animaux parce que si un yak tombe, il n'y aura pas de lait pour les enfants, pour se nourrir, et surtout si un enfant ou un adulte tombe, ça sera une tragédie. Et là, on voit que le même groupe invente des rituels rigoureux, d'autorité, très rigoureux, parce qu'on ne peut pas se permettre le moindre écart. La contrainte climatique, géographique impose des rituels sociaux rigoureux. Et même l'imaginaire est transformé, parce que dans les plaines, l'imaginaire est rempli par les bals populaires, la drogue, l'alcool, les combats de coqs, et le même peuple en haut du haut, l'imaginaire est rempli de craintes, de yétis, de panthères des neiges, de choses qu'on ne voit pas mais qu'on devine. Et le même groupe, à ce moment-là, se met à redescendre vers le bas et les rituels se désindividualisent et deviennent de plus en plus tolérants. Et même la biologie des êtres humains change, c'est-à-dire que les femmes qui accouchent ou les femmes qui montent en haut de l'Everest ont leurs règles très retardées. La même population qui descend vers la plaine, les règles apparaissent beaucoup plus tôt. On a la preuve que la modification neuro-hormonale est sculptée, influencée par l'altitude et par la géographie. Alors si on prend, donc là c'est une illustration qui montre à quel point on dépend de l'environnement, que d'ailleurs j'ai travaillé au Japon et beaucoup de philosophes japonais m'ont expliqué que la notion d'individu est une illusion de la pensée occidentale. On vit traversé, notre corps est traversé par les pressions du milieu, notre âme est traversée par les récits de notre culture. L'individu est une notion, une illusion de pensée. La personne, c'est différent. La personne, c'est celle où le jeu, c'est celle qui devient sujet de sa parole. C'est pas l'individu. L'individu, c'est quelque chose qui n'est pas divisible, sinon on meurt. Eh bien, l'individu est sculpté par le milieu. Notre cerveau est sculpté par le milieu, et donc il ne traite plus du tout, il ne voit plus les mêmes choses. Si c'est un cerveau enrichi par un milieu riche, en stimulation sensorielle et en parole, ou si c'est un cerveau appauvri par un milieu appauvri en stimulation sensorielle ou en parole, le cerveau est atrophié. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque maintenant, j'ai été neurologue pendant des décennies, on le voyait à l'encéphalographie gazeuse quand j'étais étudiant, ensuite on l'a vu au scanner de ville, et maintenant la neuroimagerie photographie comment notre cerveau change quand change le milieu. On est soumis, on est pétri, on est sculpté par le milieu, mais on a une possibilité d'agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté, donc un degré de responsabilité. Et quand on voit ces gens s'installer dans les villes, le centre des villes reste très cultivé, dans la plupart des grandes villes. Beau, l'architecture, les œuvres d'art, les écoles, les grands logements. En France, 15% des enfants sont extraordinaires, les adolescents sont extraordinaires, d'intelligence, de gentillesse, de rapidité de pensée. On les recrute presque tous
dans ces quartiers des centres-villes. À l'opposé, il y a 15% d'enfants largués qui souvent même sortent de l'école en ne sachant ni lire ni écrire. On les recrute presque tous dans les périphéries lointaines des villes. Parce que dans la périphérie lointaine, il n'y a pas de structure, il y a une anomie. Anomie, ça veut dire pas de structure naturelle, comme celle dont je viens de parler pour le Tibet, ni culturelle. On se loge, on n'a pas de rituel, on n'a pas de culture, et souvent les écoles sont moins socialisantes qu'au centre des villes. Donc on voit apparaître donc un clivage de la société, et on voit apparaître dans la périphérie des villes ce que Macron a appelé l'incivilité, et en fait c'est pas Macron, ça vient de Norbert Elias, un sociologue très fréquentable, qui a eu l'idée le premier de dire quand il y a une anomie, absence de structure extérieure dans la ville, il y a une anomie mentale et les enfants ne savent plus qui ils sont. Et dans ce cas, ils se soumettent à un gourou qui les escroque en leur disant « moi je vais vous dire d'où vient le mal ». J'ai eu le bonheur de travailler quelques années avec René Girard, qui se disait anthropologue chrétien, et René Girard dit quand il y a une structure, quand il y a une absence de structure, quand il y a une anomie culturelle, apparaît le bouc émissaire, c'est toujours le même, quelle que soit la culture, c'est l'étranger, le juif, la sorcière. Et on voit que réapparaître actuellement dans les discours aujourd'hui, on voit réapparaître ces inculpations qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qui dit il suffit de chasser les étrangers, de chasser les juifs, de brûler quelques sorcières et tout ira mieux. Voilà, j'ai dit ça pour remonter le moral. C'est réussi, merci beaucoup. En vous écoutant quand même, on se dit que si Ronald Reagan et Margaret Thatcher s'étaient frottés à la philosophie japonaise et avaient découvert que l'individu est une illusion de pensée, on aurait gagné beaucoup de temps. Et j'ai retenu évidemment à la fin que Norbert Elias était fréquentable. Et comme vous l'avez mis en opposition à Emmanuel Macron, je ne sais qu'en déduire sur la personnalité du président. Alors, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Non, pas de politique. Il nous reste un tout petit peu de temps. Je sais que vous n'êtes pas prospectiviste, mais on a vu qu'effectivement, il y a eu des épisodes de glaciation et de réchauffement. Là, on est parti sur un réchauffement avec une intensité et une accélération comme on n'en a jamais connu. De ce que vous venez de nous expliquer sur 10 000 ans d'évolution, ça va nécessairement créer des guerres très très puissantes, et c'est ce dont on va parler dans la table ronde qui vous succédera. Mais quel serait, selon vous, le meilleur mécanisme de prévention des violences à venir ? Alors, il faudrait agir comme je le proposais tout à l'heure. La seule prévention, c'est agir sur le milieu qui agit sur nous. Et pour ça, donc partager, coopérer, mettre en place des systèmes scientifiques, philosophiques, éducatifs, qui permettraient d'apprendre à nos enfants qu'il y a plusieurs manières d'être humain. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs couleurs de peau, il y a plusieurs religions, toutes respectables, il y a plusieurs philosophies. Donc dans ce cas, c'est une richesse. Découvrir l'altérité nous enrichit. Mais ça exige des efforts. Il faut voyager, il faut lire, il faut se décentrer de soi, il faut se poser des questions. Et à ce moment-là, on accède à ce que Hannah Arendt, que j'ai beaucoup fréquenté dans mes derniers livres, et Hannah Arendt disait on accède à ce moment-là à un degré de liberté intérieure. On n'a pas toutes les libertés, on a des contraintes écologiques, sociales, on a des contraintes de temps. Notre espérance de vie, elle est seulement de 120 ans. Mais donc on a des contraintes biologiques. Mais à ce moment-là, je pense que la prévention, c'est essentiellement l'éducation. Et que l'éducation, c'est conduire hors de soi. Tu es chrétien, tu as bien raison, tu habites dans ce pays très beau, tu as bien raison, mais on va partir à la découverte d'un autre pays, d'une autre religion, d'une autre représentation du monde. Et à ce moment-là, c'est fatigant. Il va falloir que tu lises, que tu voyages,
et tu vas découvrir, donc tu vas t'enrichir. Ce qui permet, alors que la pensée paresseuse, c'est de se soumettre au langage totalitaire, comme comme le font le néolibéralisme aujourd'hui, dit on sait d'où vient, laissons faire la nature, elle va éliminer les faibles, et dans ce cas-là, seuls les forts survivront. Et là, vous reconnaissez le dévoiement de la pensée de Darwin. En 1859, Darwin écrit un livre qui traite l'idée d'évolution, mais il parle de l'évolution des plus aptes. Et ça a été dans l'année suivante, en 1860, dans l'année suivante, Haeckel, Galton, Spencer et d'autres dévoient le concept d'évolution et de la sélection du plus apte à vivre dans ce nouveau contexte climatique et culturel. Et ça s'est instantanément, l'année d'après, ça a été dévoyé pour se transformer en sélection du plus fort. Et vous savez où a mené cette phrase? Au darwinisme social, le nazisme. Et là, on voit que George Bush, on voit que Reagan, Margaret Thatcher et d'autres ont récupéré ce concept pour en faire laissons faire la nature, laissons faire la culture, les plus faibles seront éliminés et tout ira mieux. C'est un contresens dangereux, insupportable, d'abord parce que c'est un contresens. Darwin disait mais il ne faut même pas nommer les espèces tellement on vit ensemble. Darwin disait il faut s'entraîner à raisonner en termes de monde vivant. Les êtres humains, les animaux, les plantes, les cours d'eau. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un rapport de Montpellier. Il y a tellement aujourd'hui d'hormones femelles dans les eaux à cause des pilules, qui sont des hormones femelles, de ce qu'on appelle la pilule, à cause des plastiques qui mettent dans l'eau des pseudo-hormones femelles très efficaces. Le premier résultat évalué aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de poissons mâles. C'est-à-dire que notre technologie est en train de modifier la faune, la flore, donc ça modifiera aussi les êtres humains. Et la pandémie dont on vient à peine de sortir et qui n'est pas réglée, puisqu'on remet en place, notre civilisation technique remet en place la fabrique à virus de l'hyperconsommation. Le virus, ce n'est pas un processus naturel, c'est les êtres humains, c'est l'intelligence humaine qui a fabriqué le virus avec des élevages de mammifères, de vaches énormes, avec le transport de la viande à travers des avions qui courent à travers la planète. C'est notre intelligence technique, une réelle intelligence technique, qui a fabriqué le virus pour le plaisir de la consommation. Donc j'ai rien contre la consommation, mais là, quand on ne la contrôle pas, on est en train déjà de fabriquer d'autres virus. Donc ça veut dire qu'on est invité fortement à se méfier de ce qui est arrivé à Darwin, la sélection du plus apte, transformée par les nazis en sélection du plus fort. Vous connaissez la suite. Eh bien, actuellement, on voit que cette notion-là est fausse. Les dinosaures étaient les plus forts. Quand le climat a changé, ils ont été éliminés en un éclair de temps de quelques centaines de milliers d'années. Ils ont été éliminés, et c'est nos ancêtres, les petits mammifères, les rongeurs, qui ont été les plus aptes à se développer dans ce nouveau contexte climatique. Et les rongeurs sont nos ancêtres, et ce sont nos archi-grands-parents. Donc, en une phrase, en un slogan, méfions-nous des dévoiements de mots. Les mots sont porteurs d'idées et d'idéologies, donc ils sont faciles à récupérer pour faire la guerre. Donc c'est l'éducation qui servira surtout, le théâtre, le romancier, les philosophes, tous les poseurs de questions qui nous permettront d'éviter de se remettre dans des clans qui mènent toujours à la guerre. Merci infiniment, Boris Cyrulnik.